Bien, eh bien, bonsoir à tous. Je suis très heureux d'abord de vous voir aussi nombreux, parce que j'avais quelques doutes, je dois avouer. Je me disais, c'est la dernière table ronde, est-ce qu'il va y avoir du monde? Votre présence, effectivement, nous rassure tous les trois pleinement. Alors, d'abord le pourquoi de cette conférence, qui n'était pas prévue. Je vais vous confier un certain nombre de choses. Elle n'était pas prévue au départ. Dans le programme initial, elle n'y était pas. Et nous avons été un certain nombre, j'ai joué un petit rôle là-dedans, pour que cette conférence soit, enfin cette table ronde soit inscrite, soit rajoutée. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que au mois de novembre de cette année, donc en ce moment, nous fêtons le 250e anniversaire de la publication du traité sur la tolérance de Voltaire. Je ne sais pas si vous êtes passé à la table de l'association Calas tout à l'heure, ce petit opuscule-là, le traité sur la tolérance, il est petit, il n'est pas très épais, mais il est fondamental et présenté, et il est en vente justement par cette association Jean Calas, l'Europe nous regarde. Alors, qu'est-ce que c'est que cette association à laquelle j'appartiens? Et je salue la présence de son président ici. Hein. Cette association s'est constituée il y a quelques années, parce que la maison Calas, qui est aux 50 rue des Filatiers, est menacée, elle était menacée, elle est toujours d'ailleurs, par une opération commerciale. En fait, pour être plus précis, le haut de la maison est constitué d'une copropriété, il y a différents appartements, bon, tout ça ne nous regarde pas, mais ce qui nous importe, c'est l'atelier dans lequel on a trouvé le corps de Marc-Antoine Calas. Et cet atelier, nous pensons, nous en sommes même convaincus, qu'il fait partie du patrimoine de Toulouse et qu'en aucune façon, cet atelier, cette partie de la maison Calas, ne doit devenir une supérette casino ou autre, j'en sais rien, peu importe, ou un magasin de chaussures, peu importe. Mais que ça doit être un espace mémoriel sur ce qu'a été l'affaire Calas, qu'on va reprendre aujourd'hui, je pense, et aussi un lieu dans lequel on fera la promotion des valeurs qui sont induites par cette affaire Calas. La tolérance, bien sûr, le respect des autres et de soi-même, hein, la liberté de penser, le rejet du fanatisme religieux, que sais-je encore, on en parlera certainement ce soir. Alors, si vous avez regardé le programme, nous devions être 4, nous ne sommes que 3, parce que je suis chargé d'excuser Jean-Jacques Delfour, qui est malade et qui ne peut pas assurer sa partie, mais n'ayez crainte, nous allons assurer la nôtre. Hein. Alors, j'ai à mes côtés Didier Foucault, ici présent, que je connais depuis un certain nombre d'années, qui est professeur d'histoire moderne à l'université de Toulouse 2, le Mirail, et ses thèmes de recherche, Didier, tu me diras si j'en oublie, c'est l'histoire des dissidences philosophiques et religieuses et de la libre pensée à l'époque moderne, c'est-à-dire grosso modo du XVIe au XVIIIe siècle. Didier a publié notamment un philosophe libertin dans l'Europe moderne, Julio Cesare Vanini. Alors, les Toulousains le savent peu, mais il y a une place Vanini aujourd'hui à Toulouse. Elle a été inaugurée il y a combien? 3-4 ans environ, hein. Voilà. Même l'an dernier peut-être. Voilà. Dans les publications de Didier Foucault, il y a Histoire du libertinage des Gauliards au Marquis de Sade, tout un programme, hein. L'histoire de la médecine, hein, et Didier dirige en particulier la thématique Histoire, santé, société au sein d'un laboratoire dont j'ai du mal à prononcer le nom, Framespa, c'est ça, oui. Publié sous sa direction, Médecine et médecins à Toulouse au siècle des Lumières et lutter contre le cancer chez Privat, très récemment, en 2012. À mes côtés également, Roger Dachaise. Alors Roger Dachaise est nationalement très connu, je crois, pour des tas de raisons que je vais essayer de ne pas oublier. Roger Dachaise est docteur en médecine, chargé d'enseignement à l'université Paris Diderot. Il préside l'Institut Alfred Fournier à Paris, organisme qui a été déclaré d'intérêt public pour à la fois les maladies sexuellement transmissibles et le dépistage du cancer, c'est ça? Voilà. Historien, franc-maçon,
il préside aux destinées de l'IMF, l'Institut maçonnique de France, dont tu nous diras peut-être un mot. Hein, et il est membre du comité scientifique du musée de la franc-maçonnerie à Paris. Ce musée de la franc-maçonnerie se trouve rue Cadet. Alors, Roger Lachaise a publié beaucoup d'articles, une cinquantaine d'articles de recherche sur les origines historiques et les sources traditionnelles de la franc-maçonnerie dans des revues spécialisées depuis un quart de siècle, que ce soit Renaissance traditionnelle, Aries, Politica Hermetica, l'histoire. Et il intervient dans de nombreux colloques, aussi bien, c'est pour ça que je disais qu'il est très connu en France, aussi bien en France qu'en Angleterre. Parmi ses publications, on peut citer des maçons opératifs aux maçons spéculatifs, aux francs-maçons spéculatifs, les origines de l'ordre maçonnique, histoire de la franc-maçonnerie française. Alors ça, c'est un petit livre que beaucoup ont eu entre les mains, puisqu'il est paru dans la collection Que sais-je. Et Hiram et ses frères, essai sur les origines du grade de maître. Et enfin, les rites maçonniques anglo-saxons, toujours dans la collection Que sais-je. Roger Lachaise publie régulièrement des articles sur l'histoire de la franc-maçonnerie, hein, et il participe, il a l'amabilité de participer à cette table ronde et je l'en remercie. Voilà. Alors, pour camper le décor, Didier Foucault va nous présenter l'atmosphère, le contexte à Toulouse au XVIIIe siècle. Alors on a tous en tête effectivement l'histoire des Cathares, de cette rébellion contre l'Église catholique. Les choses avaient bien changé au XVIIIe siècle, elles avaient changé depuis le début de l'époque moderne. Et il y a eu donc, vous le savez, sous le règne de Louis XIV, la révocation de l'édit de Nantes. Et la situation des protestants à Toulouse, puisque la famille Calas était une famille protestante, on va y revenir tout à l'heure, la situation des protestantes n'était pas facile, c'est le moins qu'on puisse dire. Didier, tu as la parole. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc quelques mots effectivement sur la situation à Toulouse au XVIIIe siècle, avant l'affaire Calas, donc 1761-62. Et je vais essayer de remonter peut-être 2 siècles en arrière, puisque en fait des choses importantes se sont nouées et qui permettent de comprendre ce qui s'est passé au moment de l'affaire Calas au cours du XVIe siècle, c'est-à-dire lorsque le protestantisme a commencé à avoir des partisans dans tout le royaume, et Toulouse a été une ville qui a été touchée par le protestantisme. Et je vais me servir de quelques citations. Vous connaissez peut-être Étienne Dolet, qui est un grand humaniste de la Renaissance, et qui a vécu pendant 2 ans à Toulouse. Il était étudiant en droit. Et quittant Toulouse, il a laissé un traité, un pamphlet plutôt, contre les Toulousains, dans lequel on peut lire entre autres « D'où vient que la cruauté fait les délices de Toulouse ?» En fait, il faisait allusion, et Rabelais fait la même allusion, à l'exécution de Jean de Caturs, qui était un régent de l'université, c'est-à-dire un enseignant de l'université, un des premiers adeptes des idées nouvelles de Luther, et qui a été brûlé en 1532. Et dans Pantagruel, donc, Rabelais fait circuler Pantagruel à Toulouse parmi les milieux étudiants. Et Pantagruel donc, est amené à fuir Toulouse, où l'on faisait brûler les régents, donc les professeurs d'université, tout vifs, comme harançorés, comme des harançors. On faisait brûler les enseignants comme des harançors. Donc là aussi, c'est une autre allusion à l'exécution de Jean de Caturs. Et puis, les protestants ont continué à progresser en la ville, malgré ces débuts de répression, à tel point qu'en 1562, lorsque débutent les guerres de religion, c'est tout à fait le début des guerres de religion, il y a dans un certain nombre de villes de France des combats entre catholiques et protestants pour s'emparer de la cité. Et il se trouve qu'en 1562, les protestants sont à la tête du Capitoulat, donc de la municipalité, et donc vont tenter de s'emparer de la cité, mais ils vont trouver face à eux une opposition vive des catholiques qui sont plutôt, eux, du côté du quartier du Parlement, c'est-à-dire en gros entre la cathédrale Saint-Étienne et puis Saint-Michel actuellement, c'est-à-dire là où se trouve le palais de justice. C'était le siège du Parlement qui était la grande cour de justice, c'était le second Parlement du royaume après celui de Paris, c'est-à-dire l'instance suprême en dessous du roi en matière de justice. Et donc pendant 3 jours, il y a des combats très acharnés à Toulouse. Les catholiques bénéficient de l'appui d'un des grands capitaines des guerres de religion, Montluc, et ils réussissent à vaincre les protestants qui sont amenés à négocier
et ils sont chassés de la ville. Et au cours de ces affrontements et aussi de cette fuite, dans des conditions parfois assez dures, il y a 200-300 protestants qui sont massacrés. 10 ans plus tard, c'est la Saint-Barthélemy, 1572. Saint-Barthélemy, c'est à Paris. Mais ce que l'on sait, pas toujours, c'est que la Saint-Barthélemy a eu des conséquences hors de Paris, dans d'autres villes du royaume, et notamment à Toulouse. Donc au cours de l'automne 1572, à nouveau, des persécutions contre les protestants, et à peu près 200-300 protestants sont massacrés, un peu dans les mêmes conditions qu'à Paris. Et à la suite donc de cet épisode, il n'y a, on peut dire, plus de protestants à Toulouse. Les survivants ont fui la ville et se sont réfugiés à Castres, à Montauban, à Revel, dans d'autres cités qui, elles, étaient tenues par les protestants. Donc c'est une période de guerre civile qui va s'achever en 1598, lorsque Henri IV réussit à imposer la paix, après avoir vaincu la Ligue, qui était le parti catholique le plus extrémiste, après avoir vaincu aussi les Espagnols qui soutenaient la Ligue, et le Parlement de Toulouse, qui était très favorable au parti le plus extrémiste, les catholiques de la Ligue, au sein duquel d'ailleurs certains modérés avaient été tués, comme le président du Parlement Étienne Duranty en 1589. Le Parlement de Toulouse résiste beaucoup pendant 2 ans avant d'enregistrer l'édit de Nantes qui instaure un climat de paix et de tolérance dans le royaume. Est-ce que pour autant les choses redeviennent normales ? Eh bien non, à Toulouse, il n'y a pas de protestants. Les Toulousains ont obtenu une dérogation par rapport à l'édit de Nantes, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de culte protestant dans la ville alors qu'il y a une sénéchaussée, et il était prévu que les sièges sénéchaussés pouvaient avoir un temple protestant. Le temple protestant sera installé à Castanet. Et dans la cité règne toujours un climat de forte intolérance. On a signalé tout à l'heure ce philosophe italien, Jules César Vanini, qui a été brûlé en 1619, donc au début du règne de Louis XIII, pour blasphème et athéisme. Et à cette époque, d'ailleurs, on a d'autres textes qui reprennent un peu le même schéma que ceux d'Étienne Dolé et de Rabelais. Par exemple, un Allemand venu de Danzig, qui est de passage à Toulouse dans les années 1620, dit « Ne serait-il pas préférable que les inquisiteurs qui habitent près du Parlement, quand ils ne trouvent pas dans les savantes investigations auxquelles ils se livrent une victime à immoler à Dieu, lui sacrifient les voleurs et les bandits ?» Autrement dit, il ferait mieux s'occuper des voleurs et des bandits plutôt que de faire de la répression contre les dissidents religieux. Il faisait peut-être d'ailleurs allusion au bûcher de Vanini. À la même époque, un étudiant, Léon Godefroy, qui plus tard sera prêtre, note dans un de ses cahiers « Il n'y a ville dans la France qui soit si nette d'huguenots, c'est-à-dire de protestants, et d'autres diverses sectes. On n'y souffrirait jamais une famille qui en fût, plutôt le peuple s'émourrait que de permettre et de le tolérer. » Et donc, ce climat demeure. Il y a aussi des chasses aux sorcières. Par exemple, Cyrano de Bergerac, le vrai Cyrano de Bergerac, qui a laissé 2 textes qui sont des textes un peu de récits romanesques et utopiques dans la lune et dans le soleil, fait passer son héros, qui s'appelle Dircona, par Toulouse. Et c'est à partir d'ailleurs de Toulouse qu'il va s'élever vers le soleil. Donc déjà, Toulouse était une ville qui avait une destinée spatiale. Hein, et Dircano dit « Il n'y a aucun parlement qui se connaisse en sorcier comme le nôtre ». C'était ce que disaient les parlementaires qui voulaient l'arrêter pour le mettre en prison. Et il les qualifie de 9 ou 10 barbes à longue robe, donc qui cherchaient de l'arrêter et qui cherchaient peut-être de le mettre sur le bûcher. Et on a d'autres exemples qui montrent que d'autres textes qui montrent qu'on est à le même état d'esprit. Alors, la seconde moitié du XVIIe siècle est marquée par une intensification, à l'époque notamment de Louis XIV, de la lutte contre les protestants, qui va aboutir, après les dragonnades, à la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Parmi les personnes qui ont vécu à Toulouse quelques années plus tôt, il y a un des premier philosophe du siècle des Lumières, Pierre Bayle, que vous connaissez peut-être, qui est né dans une petite commune de l'Ariège actuelle, qui s'appelle Le Carlat-Bayle. Bayle a été rajouté en honneur de ce philosophe. Et Pierre Bayle était né dans une famille de protestants et a dû fuir, donc, dans ce climat de persécution qui frappait les protestants, a dû fuir et se réfugier en Hollande, où il a fini sa vie en publiant de nombreux ouvrages.
Et donc, Pierre Bayle s'inquiétait beaucoup de la situation de sa famille qui était restée dans la région. Il faut dire d'ailleurs qu'un de ses frères est mort au bagne, qui était pasteur, après avoir hérité par Louis XIV. Et donc, Pierre Bayle a laissé un certain nombre de textes dans lesquels il montre sa crainte de voir sa famille à Toulouse. Par exemple, il écrit à son père « Je tremble quand je songe que vous êtes à la gueule d'un parlement qui s'est toujours signalé par ses violences contre ceux de la religion ». Et dans un autre livre, il écrit « La ville de Toulouse est sans contredit l'une des plus superstitieuses de l'Europe. Les catholiques des autres endroits du royaume en sont quelquefois surpris, même les catholiques. Sa haine des huguenots est la plus étrange du monde. » Donc on voit que le climat dans lequel éclate l'affaire Calas n'est pas du tout un climat rasséréné, même si effectivement après la mort de Louis XIV, l'époque de la Régence et l'époque de Louis XV sont des époques où il y a une certaine détente, on peut dire, et ce qui va permettre d'ailleurs à certaines familles protestantes qui sont officiellement catholiques, théoriquement il n'y a plus de protestants en France, de revenir à Toulouse, comme par exemple la famille Calas qui arrivait des régions du Tarn où les protestants étaient restés encore très puissants, même si ils avaient subi une partie d'entre eux les persécutions. Donc voilà le climat. Alors peut-être pour terminer, quelques éléments sur la tolérance. En général, au-delà de Toulouse. Il est bien évident que dans le contexte en particulier du XVIe siècle et des conflits religieux qui ont touché la France, mais qui ont touché aussi toute l'Europe, en Allemagne, en Angleterre, en Suisse, il y a eu, dans les pays scandinaves, il y a eu des affrontements religieux, certains pays passant au protestantisme, d'autres au contraire conservant le catholicisme, et souvent dans un climat de tension. Cette question de la tolérance s'est posée. On trouve des textes dès le XVIe siècle qui défendent l'idée de tolérance. Par exemple, Thomas More, qui a écrit l'Utopie, et qui a été exécuté ensuite parce qu'il est resté fidèle au catholicisme par Henri VIII d'Angleterre. Castellion aussi est un des grands apôtres de la tolérance au XVIe siècle. Il y a eu aussi les tentatives courageuses du chancelier Michel de l'Hôpital, juste avant les guerres de religion, pour essayer de mettre en place un système qui, en fin de compte, ressemble à ce qui prévaudra lorsqu'Henri IV instaurera l'édit de Nantes. Donc il y avait déjà des idées sur la tolérance qui avançaient. Et je pense que c'est autour des années 1680 que deux grands textes sont publiés, pratiquement en même temps, autour de 1686-89. L'un en Angleterre de la part de John Locke, c'est Lettres sur la tolérance, et l'autre en France, enfin non en France en tout cas, aux Pays-Bas, mais de la part d'un Français, c'est Pierre Bayle, dont je parlais tout à l'heure, avec un traité donc, de la tolérance précisé, donc, et c'est philosophique sur les paroles de Saint-Luc, contraignez-les d'entrer. Et c'est au nom de ces paroles de Saint-Luc qu'on contraignait les protestants de devenir catholiques. Et les deux schémas qui sont présentés s'opposent un peu, parce que Locke est un défenseur de la tolérance. L'Angleterre, d'ailleurs, qui connaît la seconde révolution, va publier un acte de tolérance qui est quand même un moment politique important après la révolution de 1688-89. Mais pour Locke, la tolérance doit être limitée à ceux qui acceptent un pacte civique, et il va en exclure, par exemple, les catholiques, parce qu'il estime que les catholiques, par leur fidélité aveugle à l'égard de la papauté, ne peuvent pas être de fidèles sujets du roi d'Angleterre, qui n'est pas catholique, et également les athées, parce qu'il estime que les athées, ne pouvant pas prêter serment, en fin de compte, sur une autorité, eh bien, ne sont pas des gens fiables, et que donc il faudrait les exclure. Donc une tolérance, voyez, assez limitée, bien que l'Angleterre soit au XVIIIe siècle un havre de tolérance où des juifs ou des gens de différentes religions et des dissidents divers se réfugient. Et puis, Pierre Bayle, au contraire, a une vision beaucoup plus large de la tolérance, parce que pour lui, eh bien, toutes les idées doivent être acceptées dans une société. Et donc on a ce débat et qui peut-être peut susciter, je crois, des réflexions tout à l'heure, entre ces deux visions de la tolérance, une plus restrictive et une beaucoup plus large. Voilà, merci. Merci Didier. Didier, oui, vous pouvez.
Didier, tout à l'heure, a bien, dans son exposé, il a bien montré quelle était l'atmosphère de Toulouse à l'égard des protestants. Je voudrais rajouter simplement un fait, je pourrais en rajouter d'autres, mais un seul fait. C'est à Toulouse qu'on commémorait chaque année la Saint-Barthélemy, par une procession, par des feux de joie, et cela, grosso modo, depuis 2 siècles, au moment où va éclater l'affaire Calas. 6 arrêts du Parlement avaient pourtant interdit ce genre de fête, qui était jugée odieuse par le Parlement lui-même, mais elle se pratiquait toujours au moment où va se déclencher l'affaire Calas. Et Didier a parlé de la famille Calas et du Tarn. Bon, qui étaient ces Calas? Qui était ce Jean Calas? Jean Calas est né en 1698, à la Cabarède, plus précisément. Je crois qu'il y a quelqu'un de la Cabarède, d'ailleurs, dans la salle, près de Castres, d'une famille protestante. Mais il a reçu, et ça c'était obligatoire, il a reçu 4 jours après sa naissance le baptême catholique, qui était un baptême de pure forme. Tous les protestants, tous les enfants nés dans des familles protestantes devaient être obligatoirement baptisés. Jean Calas vient s'établir à Toulouse, et où il achète une boutique rue des Filetiers, aujourd'hui on dit des Filatiers, et il s'est installé depuis 1722 comme marchand lingier, rue des Filetiers, et il épouse en 1731 Anne-Rose Cabibel, qui est aussi de famille protestante comme lui. Ils auront plusieurs enfants, ils auront 4 fils, Marc-Antoine, qui est au cœur même de cette affaire, Pierre, Louis et Donna, et 2 filles, Anne et Anne-Rose, puisqu'il y avait une des filles qui portait le même prénom que la mère. Voilà. Simplement, ce que je voudrais signaler, c'est que ce Marc-Antoine, dont on va reparler, lui voulait devenir avocat. Et en 1759, il est reçu bachelier en droit, mais il n'a pas pu obtenir les autorisations ecclésiastiques nécessaires. Il n'a pas pu obtenir en particulier le certificat nécessaire à la soutenance des actes de licence, tout simplement parce qu'il était protestant et qu'on ne pouvait l'accorder qu'aux catholiques. Et ce Marc-Antoine, donc le fils aîné de la famille Calas, se résignait très mal, d'abord à vivre sous le toit familial, à ne pas pouvoir accéder à la profession d'avocat dont il avait toujours rêvé, et il ne voulait surtout pas devenir marchand lingier comme son père. Donc quand cette affaire éclate, la scène se passe dans la maison familiale que je vous ai dit, dont nous défendons effectivement l'existence aujourd'hui. Elle est aux 50 rue des Filatiers aujourd'hui, elle était aux 16 rue des Filetiers à l'époque. Le 13 octobre 1761 arriva chez les Calas, dans la famille Calas, un certain Gobert Lavesse, qui était un ami de la famille, qui venait de Bordeaux et qui voulait rejoindre ses parents, mais il cherchait un cheval de louage et il n'y en avait pas, pour toute une série de raisons sur lesquelles je n'entre pas. Notamment, il y avait différents travaux agricoles et les chevaux de louage étaient difficiles à trouver. Donc il arrive à 17h chez les Calas, et puis, comme on dirait aujourd'hui, il s'incruste un peu. Comme il ne partait pas, le maître de maison, en l'occurrence Jean Calas, l'invitait à souper. La mère se rendit auprès de Marc-Antoine parce qu'elle s'était rendue compte, en regardant les provisions de la maison, elle s'était rendue compte qu'il n'y avait pas de fromage. Vous voyez, on a beaucoup de détails. Et elle va demander à Marc-Antoine d'aller chercher du fromage. On sait même que c'était du Roquefort d'ailleurs. Vous voyez. Le souper se passa normalement et au dessert, brutalement, alors que le dessert n'était pas terminé, Marc-Antoine se leva de table. Alors, rappelez-vous, à table, il y avait Jean Calas, Anne-Rose, sa femme, il y avait Pierre Calas, il y avait Marc-Antoine Calas, et l'invité, Gobert Lavesse. Il se leva brutalement et passa à la cuisine. D'ailleurs, il entra si brutalement dans la cuisine que la servante lui dit que se passe-t-il, monsieur l'aîné, puisqu'elle l'appelait comme ça, avez-vous froid, rapprochez-vous du feu. Et il lui dit, au contraire, je brûle. Et il sortit brutalement, y compris de la cuisine. Alors je signale entre parenthèses que la servante était catholique. Pourquoi ?
Eh bien, tout simplement, ça faisait 24 ans qu'elle était au service des Calas. Elle était très attachée, elle avait vu les enfants grandir, elle était très attachée à la famille, mais elle était catholique. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'à cette époque-là, les familles protestantes, quand les familles protestantes embauchaient un domestique, il devait être obligatoirement catholique, pour des tas de raisons que vous pouvez deviner. Hein. Bon, les autres convives, donc Marc-Antoine disparaît, les autres convives restent à table, puis passent dans une chambre. Vous savez que c'était dans les chambres que se faisait la conversation, hein, autrefois. Il y avait donc les époux Calas, Gobert Lavesse et le fils cadet, Pierre. Et vers 22h, enfin, ce Gobert Lavesse se lève et dit « je m'en vais ». Ouf, hein, bon, il s'était un peu incrusté. La maison est très sombre, hein, bien sûr l'électricité n'y est pas, hein, c'est évident. Et donc il faut prendre un flambeau. Pierre prend un flambeau et descend l'escalier avec l'invité Gobert Lavesse. En passant en bas dans le couloir, vous verrez effectivement ça, si vous allez sur le stand de l'association Calas, vous verrez un petit peu les lieux, les locaux, puisqu'il y a un film qui passe en continu. Et il remarqua, Pierre et Gobert Lavesse remarquèrent que la porte donnant sur l'arrière de la boutique était ouverte, ce qui n'était pas habituel du tout. Ils y pénétrèrent et ils découvrirent le corps de Marc-Antoine. On entendit alors de grands cris. Jean Calas, qui était resté à l'étage, descendit. Hein. Au bout d'un moment, n'ayant pas de réponse, Anne-Rose Cabibel, la mère Calas, descendit à son tour et vit le corps de Marc-Antoine gisant sur le sol. Pierre sortit brutalement pour aller chercher de l'aide, revint avec Antoine Gorce, qui était garçon chirurgien et qui habitait pas loin. Ce dernier défit le foulard noir qui était autour du cou de Marc-Antoine et il y avait des empreintes de cordes sur la peau. Et Gorce dit au père, dit à Jean Calas, « Votre fils a été pendu ou étranglé ». Anne-Rose Calas, d'ailleurs pendant ce temps, qui se refusait à croire à la mort de son fils, continuait à lui asperger le visage de l'eau de la reine de Hongrie. Hein, on l'utilisait à cette époque-là pour les gens qui se trouvaient mal, etc. Tout le quartier était ameuté. Hein, la rue était étroite, les cris, le remue-ménage, tout le quartier était ameuté par les pleurs et les lamentations des parents Calas, et ceux de la servante qui criaient « L'Antoine, l'Antoine, ils l'ont tué, ils l'ont tué ». Une enquête sérieuse aurait sans doute permis de déterminer la cause de la mort de Marc-Antoine. Mais la rumeur se répandit très vite et les voisins accoururent de plus en plus nombreux. Certains allèrent quérir un certain David de Baudrigue. Alors David de Baudrigue, qui était ce personnage, c'était un capitoul qui n'habitait pas loin. Il était très apprécié pour son zèle policier. C'était lui qui était un peu chargé des enquêtes policières dans les capitouls, hein, parmi les capitouls. Or, ce David de Baudrigue, nous en sommes à peu près sûrs aujourd'hui, avait lu des ouvrages de propagande catholique où on affirmait que les pères protestants avaient pour habitude de tuer leurs enfants quand ceux-ci voulaient se convertir à la religion catholique. Dès lors, David de Baudrigue, d'ailleurs, ça se voit sur un tableau célèbre qu'on retrouve dans le film, mais que vous pouvez voir au musée du Vieux-Toulouse, des Amis du Vieux-Toulouse, on voit David de Baudrigue qui montre Jean Calas d'un doigt accusateur. Dès lors, pour lui, c'est sûr, Jean Calas a tué son fils. L'engrenage est en marche autour de cette thèse aberrante. David de Baudrigue, d'ailleurs, fut chargé de l'enquête. Hein, il interrogea Jean Calas, il interrogea Pierre, il interrogea Gobert Lavesse. Hein. Ces derniers donnèrent d'ailleurs, dans un premier temps, il faut le reconnaître, des indications assez vagues sur les circonstances dans lesquelles le corps avait été découvert. D'abord, ils ont parlé d'un meurtre par un rôdeur. Et comme, en poussant l'investigation, la thèse ne tenait pas, ils revinrent sur leur première déclaration et dirent « oui, il s'est suicidé. Nous l'avons trouvé pendu ». Alors pourquoi ont-ils fait ça ? Ils auraient parlé d'un crime d'abord, et non pas du suicide, parce qu'il faut se replonger dans l'atmosphère de l'époque et dire ce que représentait un suicide. Un suicide, à cette époque-là, condamné très fermement par l'Église catholique, puisque seul Dieu pouvait en donner la vie et pouvait enlever la vie,
un suicide était considéré comme un crime contre soi-même. Donc peut-être ont-ils voulu épargner à Marc-Antoine des obsèques infamantes prévues justement en cas de suicide. On traînait le corps dans les rues et on allait le jeter dans une fosse publique, dans une fosse commune. David de Baudric fit transporter le cadavre au Capitole, il fit embarquer toute la famille, la servante, les amis présents pour un interrogatoire qui se révéla très vite, et les documents nous le montrent bien, très orienté. En effet, puisque les Calas étaient protestants, la rumeur, la fama publica, la rumeur publique attribua dans toute la ville le meurtre à Jean Calas, parce que le fils voulait soi-disant se convertir au catholicisme. David de Baudric exigea un complément d'enquête, il fit passer le vieil homme. Attention, à cette époque-là, avoir plus de 60 ans, c'était être vieux. Aujourd'hui, heureusement, ce n'est pas le cas, mais à cette époque-là, c'était le cas. Hein. Donc, je parle d'un vieil homme, puisqu'il avait plus de 60 ans, va passer à la question. David de Baudric le fait passer à la question, et sous la douleur, il avoue avoir tué son fils. Il se rétracte très vite, et il ne l'avouera plus jamais. Il criera à partir de ce moment-là, à partir du moment où il s'est rétracté, une fois la torture terminée, il se rétracte, et jusqu'au dernier moment, il proclamera très haut son innocence. Il fut condamné à mort le 9 mars 1762 par le Parlement de Toulouse, 8 voix sur 13, et il fut exécuté, il fut roué, place Saint-Georges, et vous avez une plaque d'ailleurs, hein, qui rappelle que c'est à cet endroit que Jean Calas a été roué vif. Alors, le supplice de la roue, vous verrez aussi dans le film, on le montre, hein, le supplice de la roue était très particulier, puisqu'il était même, on dirait en termes modernes, plaimé. Il fallait qu'il dure un certain temps. L'arrêt du Parlement de Toulouse, la condamnation, prévoyait que le supplice devait durer 2 heures minimum. Alors, comment ça se passait ? Le condamné était attaché sur la roue, les bras et les jambes en croix, et on commençait à coups de barre de fer ou d'une sorte de maillet, de grand marteau en fer, on commençait à lui briser les membres à partir des extrémités, on remontait au fur et à mesure, ce qui était très gai, vous vous en doutez. Puis ensuite, on lui écrasait la poitrine à coups de barre de fer, et ça devait durer 2 heures. Au bout de 2 heures, Jean Calas vivait toujours. Dans d'atroces souffrances, mais il vivait toujours. Et le bourreau l'étrangla sur la roue, avant de le détacher, de jeter son corps dans un bûcher qui était à côté. Voilà. L'affaire aurait pu se terminer là, elle aurait pu rester toulousaine, parce que, après tout, c'était une affaire qui s'était déroulée dans le cadre des murs de la ville de Toulouse. Mais il y avait un homme, un Voltaire, à Ferney, qui recevait beaucoup. Et il reçut, quelque temps après, un certain Dominique Audibert, qui était un marchand marseillais, et qui, lui, avait, parce qu'il était passé dans la ville, avait été mis au courant de cette affaire, etc., et raconta cette affaire à Voltaire. Je vais vous dire tout de suite, Voltaire ne fut pas convaincu immédiatement de l'innocence de Jean Calas. Parce que, dans un premier temps, et c'est ce qu'il écrit au début du traité sur la tolérance, dans un premier temps, pour lui, c'est clair. C'est une affaire de fanatisme religieux. Ou bien, Jean Calas est coupable, et c'est le fanatisme protestant qui est en cause, ou bien Jean Calas est innocent, et c'est le fanatisme des juges catholiques qui est en cause. C'est sa première réaction. Mais, parce qu'il reçoit d'autres témoignages, etc., il va mener sa propre enquête, et des faits le troublent. Comment un homme âgé de plus de 60 ans a-t-il pu venir seul à bout d'un homme de 30 ans son cadet, d'autant plus que Marc-Antoine était un garçon solide. Il a nécessairement, s'il y a eu crime, il a été nécessairement aidé dans son crime. Mais alors, pourquoi avoir condamné Jean Calas seul et avoir acquitté les autres, qui ont été condamnés au bannissement, mais ils n'ont pas été condamnés de la même façon? N'est-ce pas une façon pour les capitouls de Toulouse d'avouer à demi-mot leur erreur? Par réaction, la réaction de Jean Calas a frappé plus d'un observateur, parce que Jean Calas, jusqu'au bout,
et même au cours de son terrible supplice, n'a cessé de clamer son innocence. Voltaire décida de rencontrer les deux fils de la famille Calas, Pierre, qui avait été présent, et Donat, qui n'était pas présent, mais qui avait un certain nombre d'informations, afin d'éclaircir plusieurs points de l'affaire. En juin 1762, Voltaire est définitivement convaincu de l'innocence de Jean Calas. Et il va se lancer alors dans une entreprise de réhabilitation posthume qui est extraordinaire. Il a l'intelligence de ne jamais mettre en doute la bonne foi des juges. Ce qu'il attaque, c'est l'instruction, celle qu'a menée David de Baudrigue. Pour lui, il montre qu'on a négligé une enquête de fond. Le plus admirable dans cette affaire, c'est que Voltaire va saisir l'occasion, une fois de plus, de dénoncer l'infâme, comme il l'appelait, c'est-à-dire l'Église catholique, qui avait profité largement de cette affaire pour, une fois de plus, essayer de broyer les protestants à Toulouse. Alors, il écrit au cardinal de Bernis « J'en suis tout hors de moi. Je m'y intéresse comme homme et un peu même comme philosophe. Je veux savoir de quel côté est l'horreur du fanatisme. Oserais-je supplier votre éminence de vouloir bien me dire ce que je dois penser de l'aventure affreuse de ce Calas, roué à Toulouse pour avoir pendu son fils. Cette aventure me tient à cœur, elle m'attriste dans mes plaisirs, elle les corrompt totalement. » Ce qui préoccupe Voltaire, effectivement, ce sont ces incohérences dans l'instruction. Il va en effet développer une activité considérable. Il ne mettra donc jamais en doute la foi des juges, j'insiste beaucoup là-dessus, et il va à un moment donné lancer ce cri qu'on a sur une banderole d'ailleurs, qu'on met de temps en temps sur la maison Calas, « Criez que l'on crie ». Criez que l'on crie à l'innocence de Jean Calas. Il va constituer un comité d'avocats, un comité d'enquête composé d'avocats, composé de banquiers, de pasteurs protestants, de négociants, qu'il appelait le groupe d'adoption, qui est chargé d'accumuler les preuves, les renseignements, de gérer aussi les fonds qui arrivent, parce qu'il a écrit, il y a une activité épistolaire considérable de Voltaire, il écrit partout, en France, en Europe, à Catherine II, à Frédéric II, et des fonds arrivent pour soutenir l'action en faveur de Jean Calas, de sa réhabilitation. Les États protestants, vous vous en doutez, étaient très heureux de pallier de leur denier une iniquité qui avait été commise en France contre un protestant. Donc, je l'ai dit, Frédéric II de Prusse, Catherine II de Russie, Stanislas Egzinski enverront leurs appuis et leurs secours. Et puis, surtout, Voltaire va, grâce à ses interventions multiples, il va sensibiliser à sa cause deux personnes déterminantes autour du roi. La marquise de Pompadour, vous savez combien elle avait, si je peux me permettre, l'oreille du roi. Et le ministre Choiseul. Et tous deux sont convaincus, ça serait peut-être beaucoup, mais sont troublés par les arguments qu'avance Voltaire, à tel point qu'ils interviennent auprès du roi pour que l'affaire soit peut-être revue. Le 1er mars 1763, la requête des Calas est jugée admissible par le bureau des cassations. La famille Calas est reçue à la cour. La veuve Calas, qui fait preuve d'une grande dignité, intervient. Elle fait grosse impression à la cour. Le 7 mars 1763, le Conseil d'État, à l'unanimité et avec l'appui du roi, ordonne au Parlement de Toulouse la communication de sa procédure. Le Parlement de Toulouse n'a pas trop envie de communiquer la procédure. Il se fait tirer l'oreille. Il reçoit donc cette sentence au début mars 1763. Il ne l'enverra que fin juillet 1763, ce qui montre bien que les choses n'étaient pas claires, même pour le Parlement de Toulouse. En novembre 1763, mais ça je vous l'ai dit, Voltaire va publier le fameux traité sur la tolérance à l'occasion de la mort de Jean Calas. Malgré son interdiction, l'ouvrage aura un retentissement considérable. Et qu'est-ce que dit Voltaire? Je vais prendre encore 5 minutes, si vous permettez. Qu'est-ce que dit Voltaire dans ce traité sur la tolérance? Essentiellement, il montre
que ce qui s'est passé à Toulouse au travers de cette affaire Calas, c'est une affaire de pure intolérance. Il parle de l'intolérance dans un premier temps. Il dit l'intolérance est un véritable instrument de massacre à l'égard de l'humanité. Voici ce qu'il dit exactement. Il y a des gens qui prétendent que l'humanité, l'indulgence et la liberté de conscience sont des choses horribles. Mais en bonne foi, aurait-elle produit des calamités comparables à ce qu'a fait l'intolérance? L'intolérance, pour lui, est source de guerre civile. L'indulgence, la liberté de conscience est essentielle. Et il faut que la tolérance soit vraiment présentée partout comme le fruit de la raison. Vous savez combien les philosophes du XVIIIe siècle étaient attachés à la raison. Le 4 juin 1764, sentence de cassation pour que le procès de Jean Calas puisse être rejugé, la famille Calas devait être à nouveau incarcérée. Elle le sera de manière purement formelle à la conciergerie à Paris. Il y a une gravure célèbre de Carmontel d'ailleurs qui représente ce moment où la famille réunie dans une cellule attend la sentence. En février 1765, le capitoul David de Baudrigue est destitué. C'est le premier épisode important de ce qui sera la marche qui ne va pas tarder à la réhabilitation de Jean Calas, puisque le 9 mars 1765, Jean Calas est réhabilité à l'unanimité. C'est pour Voltaire une victoire de la raison sur le fanatisme religieux. Voici ce que déclare Voltaire quand il apprend la réhabilitation de Jean Calas. Il dit une version des larmes d'attendrissement. Le petit Calas, entendez Pierre Calas et moi, mes vieux yeux en fournissaient autant que les siens. C'est pourtant la philosophie toute seule qui a remporté cette victoire. Quand pourra-t-elle écraser toutes les têtes de l'hydre du fanatisme? Est-ce que c'est une question qui est dépassée de nos jours? On pourra en discuter tout à l'heure. Je voudrais que maintenant Roger, à mes côtés, nous dise un petit peu quelle a été la répercussion de cette affaire, de l'intervention de Voltaire sur le monde maçonnique d'une manière générale et au XVIIIe siècle en particulier. Merci. Alors on risque de commettre une erreur en ce qui concerne les relations de Voltaire avec la franc-maçonnerie quand on évoque l'affaire Calas, parce qu'on se dit ben voilà, c'est typiquement la réaction d'un franc-maçon qui veut défendre la tolérance et la liberté de conscience comme toute la franc-maçonnerie de son époque et d'aujourd'hui. Et naturellement, on a 0 sur toute la ligne, car ce n'est pas du tout comme ça que les choses se présentent. D'abord parce qu'en 1762 à 65, Voltaire n'est pas franc-maçon. Non seulement il n'est pas franc-maçon, mais il a publié un certain nombre de textes qui montrent l'ironie pour le moins mordante qu'il éprouve à l'égard de la franc-maçonnerie. Dans un de ces textes, il s'interroge sur, c'était déjà un problème qu'on agitait, sur les origines de la franc-maçonnerie. Alors il dit, certains prétendent qu'il remonte aux chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem quand ils partirent conquérir la Terre Sainte. D'autres disent qu'ils dérivent des ouvriers qui bâtirent la cathédrale. Moi, je suis d'avis qu'ils viennent des Francs-Cornards de Normandie. Alors évidemment, c'est l'humour de Voltaire qui fait rire, qui fait sourire, mais qui montre bien que pour lui, la franc-maçonnerie n'est pas une chose sérieuse. Néanmoins, le problème qui est agité par l'affaire Calas, on a évoqué tout à l'heure le fait que entre Bayle et les Anglais en général, Locke ou les Anglais qui se sont intéressés à la question de la tolérance à la fin du XVIIe siècle, il y a 2 conceptions en effet différentes. Et la conception anglo-saxonne, qui est emblématisée par le Toleration Act, qui est publié en 1689, après la glorieuse Révolution, va gouverner toute l'Angleterre pendant une bonne partie du XVIIIe siècle, et même encore le début du XIXe, puisque cet acte de tolérance exclut les catholiques et les athées. Il exclut d'ailleurs aussi les unitariens, c'est-à-dire les catholiques qui ne sont pas les chrétiens qui ne sont pas trinitaires. Et par exemple, les catholiques ne jouiront de tous leurs droits civils et politiques en Angleterre qu'en 1829, c'est-à-dire vraiment assez tard déjà dans le XIXe siècle. Eh bien, la franc-maçonnerie qui naît en terre britannique va être marquée dès l'origine
par la conception anglo-saxonne de la tolérance religieuse. Et c'est très important, en dehors même de ce que l'on peut dire de l'affaire Calas par rapport à la franc-maçonnerie en France, c'est très important pour comprendre certains textes fondamentaux de la jeune franc-maçonnerie anglaise, comme le fameux titre premier concernant Dieu et la religion des constitutions d'Anderson de 1723, qui ont fait couler tellement d'encre sur la question de savoir comment il faut interpréter les premières lignes, qui disent qu'un maçon est obligé, de par sa tenue, d'obéir à la loi morale, et s'il comprend bien l'art, il ne sera jamais athée stupide ni libertin irréligieux. Alors beaucoup d'auteurs français, exclusivement français, et du XIXe siècle, ont essayé de démontrer que, bien sûr, athée stupide, c'est pas stupide athée. Le problème, c'est que dans le texte anglais, c'est stupid atheist, et que, surtout, dans la culture anglo-saxonne de l'époque, athéiste, c'est pas une caractéristique, c'est pas une conviction, c'est une insulte. Et du reste, aujourd'hui encore, dans le monde anglo-saxon, dans des circonstances de la conversation familière, où on dirait, nous, en France, écoute, tu peux comprendre ça, tu n'es quand même pas un imbécile, ou bien, tu n'es pas n'importe qui, tu ne peux pas faire ça. Eh bien, on pourra dire dans la conversation familière dans les pays anglo-saxons, you're not an atheist. Hein, c'est-à-dire, tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas un type sans foi ni loi. Tu n'es pas un athée. Bon, même si c'est dans la conversation, c'est le rappel de quelque chose de très ancien, qu'on a d'ailleurs évoqué dans la table ronde précédente, c'est que dans les pays de tradition anglo-saxonne, l'appartenance religieuse est en partie constitutive de l'identité sociale. Donc, mais, en revanche, et c'est ce qui distinguait ce pays, l'Angleterre, les îles britanniques, de la France de la même époque, qui est en régime de révocation depuis 1685, c'est ce qu'on appelle, en anglais, à l'époque, la liberty of conscience. Alors évidemment, nous, là encore, nous allons commettre le même sacré péché que les historiens de la pensée et les historiens en général combattent en permanence, qui est celui de l'anachronisme. C'est-à-dire que nous interprétons spontanément cette expression comme elle signifie, en fonction de ce qu'elle signifie dans un pays comme la France depuis la fin du XIXe siècle. Mais ce n'est pas du tout ça. Le terme liberté de conscience n'a pas du tout été inventé, bien entendu, par ceux qui ont lutté contre les églises et qui ont voulu la séparation de l'Église et de l'État en France à la fin du XIXe siècle. Le terme liberty of conscience est présent dans les constitutions d'Anderson, pas dans la première édition de 1723 d'ailleurs, mais dans celle de 1738. Mais qu'est-ce que ça veut dire, liberté de conscience, pour un Anglais du début du XVIIIe siècle? Ça veut dire une chose très précisément, liberté de choisir sa religion, étant entendu que naturellement on en a une, et qu'on n'est pas catholique. Voilà, c'est ça, liberté de conscience. Et la franc-maçonnerie anglaise va être totalement dirigée par ce principe, qui est un principe fabuleusement novateur, parce que s'il y a deux conceptions, en effet, la différence entre les deux, c'est que celle de Bayle mettra très 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 longtemps à être mise en œuvre, y compris en Europe, alors que la conception anglo-saxonne, elle est en œuvre dès la fin du XVIIe siècle. Ce qui donc, par rapport à un pays comme la France, par exemple, est un progrès immense, considérable. En France, on est catholique, catholique ou catholique, alors qu'en Angleterre, on a la possibilité. Et là, Voltaire est intéressant, parce qu'il nous en donne un témoignage extrêmement précoce. À la fin des années, vers 1725, il a maille à partir à Paris avec les valets d'un grand seigneur parisien. C'est un jeune, une étoile montante de la République des Lettres, et il est un peu embastillé, mais comme sa famille a des relations, on lui dit, allez, jeune homme, faites-vous oublier, et il prend ce qu'on appelle déjà d'ailleurs à l'époque un paquebot, et il va en Angleterre. Et il va passer 3-4 ans en Angleterre, il en reviendra avec un livre qu'il va publier 3 ans après son retour et qui s'appelle Lettres philosophiques ou Lettres anglaises. Et qui est un deuxième livre de peu près de ce format-là, mais qui est magnifique parce que c'est la description que le jeune Voltaire offre aux lecteurs français de la société anglaise de son temps. Et c'est exactement comme s'il sortait d'un reportage chez les Papous, parce que toute la société anglaise est totalement étrange aux yeux des Français. Vous savez qu'à peu près à la même époque, quand Montesquieu va publier les lettres persanes, Montesquieu est obligé d'utiliser un artifice littéraire. Il amène à Paris un prétendu persan, Usbek, qui va examiner la société française et qui va critiquer
la société musulmane en disant « Ah oui, dans notre pays, on n'a pas le droit de faire ci ». Puis en fait, évidemment, on s'aperçoit très bien qu'il est en train de critiquer le catholicisme traditionnel. Mais Montesquieu est obligé de prendre cet artifice littéraire et en fait les lettres persanes critiquent sous la forme de l'islam et d'ailleurs aujourd'hui, c'est une parenthèse que j'ouvre mais qui montre à quel point l'inculture peut produire des choses terribles. Voltaire a écrit plus tard une pièce qui s'appelle Mahomet ou le fanatisme et qui bien entendu est une charge terrible contre le catholicisme romain, ce que tout le monde comprenait à son époque. Sauf qu'aujourd'hui c'est une pièce, pour les raisons que vous comprenez sans que j'ai besoin de les commenter, qu'il est impossible de monter en France. On a essayé de le faire à 2 ou 3 reprises et ça s'est très mal passé. Bon, autre temps, autre problème. Mais évidemment, ce n'est pas une pièce contre l'islam, bien entendu, c'est une pièce contre le catholicisme romain. Alors, il revient donc en publiant ses lettres philosophiques, et la 6e lettre, dont je recommande fortement la lecture, comme d'ailleurs de toutes les lettres philosophiques, qui est un livre magnifique, s'appelle « Sur les presbytériens ». Alors évidemment, ça m'intéresse beaucoup, puisque moi je suis presbytérien. Mais surtout, ça parle très peu des presbytériens. Ça parle un peu des presbytériens, c'est-à-dire d'une variété religieuse en Angleterre. Mais il y a, la fin du chapitre est assez extraordinaire, parce qu'il y a un petit passage que je vous cite en substance, pas textuellement, où Voltaire dit ceci: « Entrez dans la bourse, le Stock Exchange, entrez dans la bourse de Londres. » Et là, vous y verrez un lieu singulier où les chrétiens, les mahométans, les juifs, les luthériens, les quakers, les indépendants, c'était une forme de chrétiens en Angleterre, font des affaires, acceptent de faire des contrats, et il dit quand ils arrivent dans la bourse de Londres, alors il ne dit pas qu'ils déposent leurs métaux, parce que les métaux sont plutôt à l'intérieur dans la bourse de Londres, mais il dit ils oublient qu'ils sont protestants, juifs, mahométans, c'est l'expression qu'il utilise, et il dit d'ailleurs c'est un endroit où l'on ne déclare hérétique que ceux qui font banqueroute. Et puis, dit-il, lorsque tout est terminé, lorsqu'ils ont fait leurs affaires, ils ressortent, et là, toujours le style de Voltaire, chacun va à ses affaires, certains d'entre eux vont faire baptiser leur fils au nom d'un dieu en 3 personnes auxquelles ils ne comprennent rien, et d'autres font couper le prépuce de ce même fils en marmottant des mots hébreux qu'ils ne comprennent pas davantage, mais, dit-il, tous sont contents. Eh bien, quand on prend ce passage de Voltaire, qui décrit la bourse de Londres, et qu'on remplace l'expression bourse de Londres par l'expression loge maçonnique anglaise, on a un parfait portrait de ce qu'est la franc-maçonnerie anglaise de cette époque. C'est-à-dire, elle a réalisé l'absolue tolérance religieuse dans les limites, bien entendu, qui ont été précisées tout à l'heure. Et comme on l'a bien dit, la proscription des catholiques n'est pas une proscription théologique, c'est une proscription politique, même si, bien entendu, il y a des arrière-pensées théologiques derrière ça, mais le motif officiel, c'est que ce ne sont pas de loyaux sujets, puisqu'ils relèvent d'un souverain étranger qui se trouve être le pape de Rome. Et Voltaire va être le premier à véhiculer pour un plus large public l'image de cette liberté religieuse qui est si caractéristique jusqu'à nos jours du monde anglo-saxon, et la franc-maçonnerie, la jeune franc-maçonnerie, qui débarque à Paris à la même époque, est porteuse de cette idéologie-là. Seulement, voilà, le problème qui va se poser, c'est que la franc-maçonnerie est née dans un pays de culture essentiellement protestante depuis la fin du XVIe siècle, parce qu'Henri VIII lui-même n'était pas vraiment protestant, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a rompu avec l'Église de Rome pour des raisons essentiellement matrimoniales, parce qu'on ne voulait pas qu'il se marie encore pour la 6e fois, et donc il n'avait plus que le choix, c'était de décapiter ses femmes. Mais on est donc dans une institution qui naît dans un pays de culture devenue largement, voire exclusivement protestante, fondée sur la liberté religieuse, et qui, attention, est aussi, au début du XVIIIe siècle, un pays parlementaire. Alors, que ça ne soit pas une démocratie parlementaire comme aujourd'hui, nous sommes bien d'accord. Mais il y a un Parlement qui délibère, qui a des droits, qui vote le budget. C'est un fait à peu près unique en Europe. Et cette institution, où d'ailleurs tous les membres sont élus, où tous sont réputés égaux en droit, cette institution arrive en France. Là, nous sommes vers 1725, nous sommes donc
sous la minorité de Louis XV. Louis XV, en 1725, il a 15 ans. Il doit être né il a 5 ans à la mort donc il est né en 1710, donc il a 15 ans. Et c'est successivement le cardinal Dubois et Fleury qui vont gouverner la France pendant la minorité du roi et même un peu au-delà. Et on ne peut pas dire précisément que ce soit des libéraux, surtout pas Fleury. Et la France est en régime donc de monarchie absolue, même si la monarchie absolue au XVIIIe siècle en France n'est certainement pas un despotisme de fer, tout simplement parce que le roi n'a souvent pas les moyens de se faire obéir. On l'a bien vu, les décisions doivent être prises 10 fois pour qu'elles soient exécutées. Et puis, en système de proscription de tous ceux qui ne sont pas catholiques. Donc une institution comme celle-là n'a aucune chance de vivre. Et néanmoins, elle va trouver en France son terrain d'élection. Et une très grande partie de la franc-maçonnerie européenne, à partir des années 1730, va être fécondée à partir, non pas de l'Angleterre, mais de la franc-maçonnerie française. Alors, comment les francs-maçons français ont-ils fait et qu'est-ce que ça signifie quant à leur idéologie? Alors, pas leur idéologie au sens d'une doctrine politique aveugle, mais qu'est-ce que ça signifie quant à leur vision de la société et du monde? Eh bien, on l'a d'ailleurs un peu évoqué dans une table ronde tout à l'heure, les francs-maçons français du XVIIIe siècle sont des Français. Ils sont pris dans la société de tous les jours. Et ils vont se trouver immergés dans une société non pas fermée mais entrouverte, non pas secrète mais un peu discrète, disons un peu à l'abri, disons un peu dans la pénombre, et qui va avoir l'intelligence dès le début de se faire protéger par de grands seigneurs. Dès 1743, c'est Louis-Antoine de Bourbon-Condé, comte de Clermont, prince du sang, un très grand aristocrate, d'ailleurs un peu libéral, et qui dira quand les policiers voudront instrumenter dans les loges, il convoque le lieutenant général de police de Paris et lui dit « Monsieur le lieutenant général, ces personnes sont mes gens ». Ce qui veut dire renvoyez vos exemples de police, je n'accepte pas, et effectivement, les perquisitions de police vont s'arrêter très tôt. Et donc, cette institution va trouver les moyens d'être politiquement protégée. Or, ces Français vont trouver un endroit où, par exemple, on élit le président, c'est-à-dire le vénérable de la loge, tous les ans. Ou, par exemple, une divulgation publiée en 1744, la plus ancienne divulgation imprimée, maçonnique française, Le secret des francs-maçons, qui dit bien son nom, et qui révèle tout. C'est-à-dire que tous les secrets maçonniques sont en vente dans les bonnes librairies depuis 270 ans. Eh bien, dans cette divulgation, on dit, dans une loge, on ne regarde pas quant à la condition, c'est-à-dire le niveau social et même l'appartenance à l'un des 3 ordres, tous sont réputés gentilshommes, c'est-à-dire tous sont réputés appartenir à une noblesse idéale. Et d'ailleurs, ça entraîne une chose très simple, c'est qu'en France, tous les francs-maçons porteront l'épée en loge, alors que dans la société civile, en dehors des militaires, les nobles seuls ont le droit au port de l'épée, même si cette règle connaissait un certain nombre d'accros. Alors, tout ceci pour dire que ça va développer dans la franc-maçonnerie française un climat intellectuel qui est un climat évidemment un peu particulier, c'est-à-dire un entre-deux. On dit dans les règlements de la loge personnelle du comte de Clermont, qui doit donc donner l'exemple en France, en 1745, que le jour de Pâques, tous les frères iront, en décor maçonnique, le bouquet à la main, assister à la Sainte Messe. Ça, c'est le règlement, parce qu'on est dans un pays catholique et que, en plus, le grand maître est prince du sang. Et il est même abbé de Saint-Germain-des-Prés. Alors, ça, c'est l'officiel. Mais en réalité, quand on regarde ce qui se passe dans les loges, on s'aperçoit que dans les loges, on va se mettre à inventer, à cultiver, à répandre des grades maçonniques qui se passent dans l'Ancien Testament, qui se passent dans le Temple de Jérusalem, où l'on va même commencer à mettre en scène des cérémonies qui, dans un grade qui va être extrêmement répandu à partir des années 1760, le grade de Rose-Croix, où on met en scène un moment donné, où on fait ce qu'on appelle, c'est le cas de le dire, où on met en scène une scène. Alors le premier mot avec un S, le deuxième avec un C. Une scène typiquement protestante, typiquement réformée, qui fait partie du rituel du Rose-Croix à partir de 1760. Et tous ces bons catholiques, respectueux de l'Église et du roi, font ça sans nullement s'ennuyer, sans nullement s'affoler. C'est-à-dire que
les francs-maçons français au XVIIIe siècle ne sont pas des révolutionnaires, ni des pré-révolutionnaires. Il y aura, au moment de la Révolution française, autant de guillotineurs que de guillotinés parmi les francs-maçons. Et la franc-maçonnerie sera une des premières victimes de la Révolution. Dès 1793, quand la terreur devient importante, elle s'arrête de fonctionner, elle ne reprendra ses travaux que 2 ans après. Donc le mythe de la franc-maçonnerie préparant la Révolution française a été vidé de sa substance depuis longtemps. La question n'est pas là. C'est beaucoup plus subtil. C'est-à-dire que les francs-maçons français vont vivre dans un entre-deux. Ils vont avoir une vie extérieure qui est parfaitement conformiste et respectueuse des normes établies, des règles, des lois, et puis ils vont avoir cette vie un peu dans la pénombre, cette vie un peu protégée, dans laquelle le principe de la diversité intellectuelle, religieuse, philosophique, l'emprunt évident, encore une fois, nous sommes en 1760. Le premier, le plus ancien rituel de Rose-Croix connu en France est entre 1760 et 1762. C'est un hasard, naturellement, mais c'est l'époque de l'affaire Calas. Et c'est là-dedans qu'on introduit une scène protestante. Donc, vous voyez le décalage qui existe entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe dans les loges. Et dans ces conditions, même si la correspondance ne le fait pas apparaître avec beaucoup d'évidence, parce que c'est un domaine, c'est un sujet d'abord qui finalement a été traité rapidement, l'ensemble a été emballé, si j'ose dire, en 3-4 ans. Donc on a peu de témoignages de correspondance de francs-maçons évoquant l'affaire Calas, mais on en a quand même. Et évidemment, ils sentent beaucoup de sympathie par rapport à ce qui se passe autour de l'action de Voltaire. Et je crois que, et je voudrais terminer là-dessus, c'est à la lumière de cette affaire, entre autres, mais peut-être particulièrement, qu'il faut comprendre l'initiation, on va dire, subterminale de Voltaire, parce que Voltaire va être initié à peu près 1 mois avant de mourir. Et quand il est initié, il est très fatigué, il est à Paris, il tient à peine debout. D'ailleurs, on lui épargne à peu près toutes les épreuves de l'initiation. On ne met même d'ailleurs pas vraiment un bandeau sur ses yeux, on met un bandeau transparent, car, dit le texte qui célèbre son initiation, il a déjà reçu les lumières de la philosophie. Et donc, il est dispensé des épreuves, il est reçu franc-maçon, et évidemment, toute la fine fleur de l'intelligentsia parisienne est là, et quand il entre dans le temple de la loge des 9 sœurs, où il doit être initié, 2 hommes le soutiennent, l'aident à marcher. À sa droite, il a Benjamin Franklin, qui a été vénérable de la loge des 9 sœurs, et à sa gauche, il a Cour de Gébelin, qui évidemment est le dernier rejeton d'une longue dynastie de pasteurs du désert, qui est un de ceux qui vont préparer à la fin du XVIIIe siècle la reconnaissance finale de l'existence du protestantisme. Et symboliquement, Cour de Gébelin, qui est pasteur, fils de pasteur, qui représente cette tradition persécutée, nous sommes en 1778, qui représente cette tradition protestante persécutée, est là l'un des 2 hommes qui soutiennent les bras de Voltaire. Donc on voit bien les connexions, en dehors même de toute référence directe à l'affaire Calas dans le cadre maçonnique, on voit bien cette espèce de parenté, de complicité intellectuelle, affective et spirituelle et morale qui a pu exister, tout en demi-teinte mais assez profonde, entre la maçonnerie française du XVIIIe siècle et l'affaire Calas qui défendait les protestants, même si Voltaire lui-même n'avait pas beaucoup de considération pour les francs-maçons. Et il faut d'ailleurs considérer l'initiation de Voltaire, non pas comme le fait que Voltaire aurait été en quelque sorte saisi par la révélation à la fin de sa vie, disant « ça y est, je veux vraiment devenir franc-maçon ». Non, on l'a poussé, on l'a incité, tous ses amis, tous les intellectuels de Paris l'ont poussé. C'était la franc-maçonnerie qui faisait hommage à Voltaire. C'est exactement l'inverse. C'est la franc-maçonnerie qui a tenu à recevoir Voltaire en lui faisant un condensé d'initiation, en lui disant « par vos actes, vous êtes déjà un initié, vous avez déjà reçu la lumière et nous faisons simplement que le dire ». Et c'est pour cette raison que l'affaire Calas n'est pas une affaire maçonnique, bien entendu. Mais quand on regarde le destin de Voltaire, l'état d'esprit de la maçonnerie française, et puis cette initiation finale qui est un symbole, eh bien on trouve là une parenté, une proximité qui sont tout à fait troublantes et pour tout dire assez émouvantes. Eh bien, maintenant, vous avez la parole pour poser des questions. Je ne sais pas où est le micro qui doit se... Voilà, il est là.
Hein, donc, il y a une demande de parole au fond, là. Allez-y. Oui, bonjour. Je voudrais revenir un petit peu sur l'affaire Calas, car il me semble, enfin, il y a deux questions que je me posais. Il me semblait qu'il n'avait pas été réhabilité. C'était le Parlement de Paris qui avait cassé le premier jugement de Toulouse. Donc je ne pensais pas qu'il était réhabilité. Il y a eu un deuxième problème, je crois aussi, qui n'a pas trop été évoqué. C'était le système de la preuve, de l'administration de la preuve, des monitoires, c'est-à-dire l'histoire des quarts de preuve, des demi-preuves. C'est en cela qu'il aurait, au-delà du religieux, c'est en cela aussi, il aurait été victime du système judiciaire de l'époque. Me trompe-je ou pas? Oui, alors le monitoire, c'était une disposition qui était prévue et qui permettait, qui passait d'ailleurs par les prêtres qui, pendant la messe du dimanche, lors du prône, lançaient un avis qui avait été du Parlement, à savoir que toute personne qui disposait d'informations sur un sujet devait les donner à... Vous les entendez ? Toute personne qui disposait d'informations sur une affaire judiciaire donc devait donner sous peine de poursuites graves. Et la difficulté, c'est que ces personnes restaient anonymes. C'est ce qui permettait des dénonciations anonymes et ce qui aggravait bien sûr considérablement le risque de condamnation d'une personne. Voilà, sur l'affaire de Calas, moi j'ai pas le détail là. Alors, sur la première partie de votre question, oui, donc il y a réhabilitation, et c'est vrai que c'est une décision d'abord qui est prise à Paris et qui est imposée à Toulouse. Et ne nous cachons pas la vérité, hein, ne nous cachons pas ce qui s'est passé. Toulouse, dans le dernier quart du XVIIIe siècle, a toujours eu mauvaise conscience à l'égard de cette affaire Calas. Pourquoi ? Parce que dans les décennies qui ont suivi cette réhabilitation, à Toulouse, on n'a pas été persuadé. On n'était pas vraiment. La rumeur avait été telle pendant cette affaire qu'on n'était pas. C'est vrai que la décision avait été prise sous l'impulsion royale, etc., mais de réhabilitation, mais on n'était pas convaincu de l'innocence de Jean Calas. Pas vraiment. Et on va mettre à Toulouse une sorte d'éteignoir sur cette affaire. Cette affaire, on n'en parle plus. Même si, pendant la Révolution française, il va y avoir à Paris des représentations de pièces de théâtre sur l'affaire Calas, qu'il va y avoir des interventions multiples, à Toulouse, il se passe peu de choses. Et pratiquement, quand on regarde le XIXe siècle, on ne parle pratiquement plus de l'affaire Calas. Il faut arriver au XXe siècle et dans les dernières décennies pour que cette affaire refasse vraiment surface. J'ai parlé tout à l'heure de la place Saint-Georges, où il y a une plaque qui rappelle que c'est à cet endroit que Jean Calas a été roué, a été supplicié. Eh bien, cette plaque, vous savez combien elle a ? Elle a une vingtaine d'années, pas plus. Le square s'appelle Square Jean Calas depuis une ou deux décennies, pas plus non plus. Et donc, quand nous, dans l'association Calas, nous voyons menacer la maison Calas par cette opération commerciale, ben, c'est finalement la résultante de tout ça. C'est-à-dire que cette affaire, la maison Calas, n'est pas dans les circuits. Aujourd'hui, elle n'est pas vraiment dans les circuits de l'Office de tourisme. Parce que Toulouse n'a pas pris encore la mesure, n'a pas toujours pris la mesure de l'importance de cette affaire, du rôle considérable qu'a joué cette affaire, grâce à Voltaire, bien sûr, dans l'Europe entière. Et ben, nous nous y employons pour essayer de faire bouger les choses. Merci, merci. Allez, la parole circule toujours. Il y a une demande de parole. Tout simplement, est-ce qu'on sait qui a tué le fils Calas et comment il est mort et pourquoi ? C'est finalement c'est le nœud de l'affaire. Et apparemment, personne ne s'en est occupé pendant l'enquête. Qu'est-ce qu'il en est exactement ? Ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, dans l'état actuel du droit et du droit pénal en particulier, c'est que cette affaire déboucherait vraisemblablement sur un non-lieu. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Ce dont nous sommes, nous, convaincus, et nous ne sommes pas les seuls, heureusement, parce que sinon ça serait grave, c'est que Marc-Antoine s'est réellement suicidé. Alors,
sur quels éléments pouvons-nous nous baser? Bon, il y a le désarroi. On peut dire que depuis des jours et des jours, Marc-Antoine, vous me passerez l'expression, broyé du noir. Il était sombre. Il avait passé la journée qui précède la journée de sa mort, la journée du 13 octobre 1761, il l'avait passé en partie à l'auberge des 4 Billards. Il y a une rue à côté, qui est perpendiculaire à la rue des Filatiers, juste après la maison Calas, qui s'appelle la rue des 4 Billards. Il y avait une auberge là. Il a passé sa journée là. Hein, peut-être a-t-il bu, on ne sait pas très bien. Hein, on n'a pas de témoignages. En tout cas, manifestement, Marc-Antoine était très sombre. Quand il rentre d'ailleurs au logis familial, il reste un moment dans l'échoppe de Jean Calas. Il est toujours très sombre, il parle peu. Et puis, il va se produire l'arrivée de ce Gobert Lavesse. Alors, ce Gobert Lavesse, c'est un garçon qui est ami de la famille, et les parents sont amis de la famille aussi, et il est richement vêtu. C'est un garçon qui vient de finir ses études chez les armateurs de l'école de pilotage de Bordeaux. Il a de très beaux habits, assez clinquants, etc. Il parle de partir aux Amériques, il va partir aux Amériques, et Marc-Antoine, qui est déjà d'humeur sombre, est habillé en noir. Il se rend compte que lui, qui ne peut même pas devenir avocat, il a un destin très étriqué finalement. Alors, on a toute une série de présomptions comme ça, mais nous n'avons de preuves ni d'un côté ni de l'autre. Mais vraisemblablement, Marc-Antoine s'est suicidé. Question ? Qui demande la parole? On a encore un peu de temps. Il y a une demande de parole au fond. Bonsoir, je vais profiter de ce parterre de sachants. Il s'agit de tolérance et je voulais risquer une question en inversant le paradigme de la question. Ne sommes-nous pas dans un contexte où le Parlement des capitouls autonomes va souverainement exercer le jugement, le roi laisse faire, y compris l'exclusion de celui qui, à l'origine, a instruit à charge. Et comme on le sait, la vocation de l'avocat, encore plus aujourd'hui, c'est peut-être d'aller non pas vers la vérité, mais dans ce qui va et se rapprocher le plus près des attentes de la vox populi. Alors effectivement, n'avons-nous pas là, de la part du gouvernement d'alors, une preuve de tolérance qui montre que la justice s'est exercée dans ce contexte de tolérance? Et pardon d'être provocateur. Merci de parler d'abord d'avocat, parce que je n'en ai pas parlé, mais Jean Calas a eu un avocat qui n'a pas eu communication de toutes les pièces de l'instruction, loin s'en faut. Et cet avocat, qui a essayé, tant bien que mal, de défendre Jean Calas, et ça rentre dans ce que j'ai appelé tout à l'heure la mauvaise conscience de Toulouse dans les décennies qui ont suivi. Cet avocat n'a plus jamais eu d'affaires qui lui ont été confiées après l'affaire Calas. Justement parce qu'il était marqué du sceau de la défense de Jean Calas. Et c'était une tâche pour une large partie de la population toulousaine. Voilà ce que je voulais dire. Alors, je vais revenir au système qui fonctionnait à l'époque. Je ne sais pas si Didier veut intervenir sur la tension qu'il y avait entre les capitouls et les parlementaires, parce qu'il y avait tension entre les deux. Oui, le capitoulat et le Parlement, ce sont deux autorités distinctes, puisque le capitoulat, c'est en fait la municipalité. Il y a 8 capitouls qui
Alors à cette époque-là, les choses étaient un peu plus compliquées parce que le roi avait mis sa main sur le capitoulat, mais qui administre la ville. Chacun est d'ailleurs responsable d'un quartier. Et puis je crois que le capitoul qui a instruit l'affaire était chef du consistoire, c'est-à-dire en gros le maire de la ville. Et puis le Parlement, c'est une cour de justice, la Cour suprême de justice en dessous du roi, puisque toute justice émane du roi, dans le système français bien sûr. Et c'est le second Parlement de France, aussi bien en importance que dans sa durée, puisqu'il a été créé après le Parlement de Paris, avant tous les autres parlements de France. Donc c'est une grande cour de justice, et il y a historiquement toujours des tensions entre ces deux centres de pouvoir dans la ville. Ça, c'est un élément qui joue. Bon, maintenant, est-ce que c'est ceux qui expliquent sur le fond l'affaire? Je crois qu'il y a un autre élément peut-être sur lequel il faut insister. Vous avez parlé d'opinion publique. Alors, c'est vrai qu'on peut penser que dans un second temps, l'opinion publique à l'échelle internationale ou française a pu pencher du côté de Voltaire et pousser la cour et le roi en dernier ressort à aller dans le sens, avec le Parlement de Paris, d'une réhabilitation de Calas. Mais il ne faut pas oublier qu'à Toulouse, dans le contexte qui est un contexte que j'ai évoqué tout à l'heure à l'échelle historique, mais au moment même de l'affaire, le bruit qui a circulé, cette rumeur, à savoir que c'est un père qui a voulu assassiner son fils parce que celui-ci voulait changer de religion, ce bruit a aussitôt pris beaucoup d'importance dans le déroulement de l'affaire localement. Il y avait un frère qui avait déjà un des frères avait déjà s'était converti au catholicisme, et ça s'était mal passé dans la famille. Et ça a pesé, ça aussi, sur la suspicion qui a poussé le père justement vers l'échafaud. Et ce père avait mal vécu un premier reniement de la religion par un de ses fils, et donc on pouvait penser qu'une seconde affaire de cet ordre dans la famille aurait pu pousser ce père au crime. Mais en fait, rien n'atteste, personne n'atteste, et c'est là, je crois que sur le plan strictement judiciaire, l'affaire a été mal conduite. Cette rumeur, absolument personne n'a pu la confirmer. Marc-Antoine n'avait fait cet aveu auprès de personne. C'est un bruit qui a circulé, semble-t-il, dès le soir même, dans cet attroupement qu'il y a eu devant la boutique des Calas, rue des Filatiers, et qui ensuite a été relayé notamment par les compagnies de pénitents. Et depuis la réforme, s'étaient créées à Toulouse de nombreuses compagnies dévotes, notamment les compagnies de pénitents. On a les traces à Toulouse, pénitents blancs, pénitents bleus, pénitents noirs, pénitents gris. Ces pénitents, lors des grandes processions, comme cette fameuse procession qui commémorait l'expulsion des protestants de Toulouse, défilent dans la ville avec les cagoules, un peu comme aujourd'hui à Séville. Et donc, immédiatement, ils se sont saisis de l'affaire, des cérémonies religieuses qui ont considéré que Marc-Antoine était un martyr du catholicisme. Et il y a dans la mémoire des guerres de religion cette martyrologie. Les protestants ont leur martyr, les catholiques ont leur martyr. Et donc là, c'est un martyr de plus, un martyr du catholicisme par le fanatisme protestant. Il y a eu des obsèques solennelles aussi, organisées par l'Église catholique, avec un grand concours de foule, énormément de religieux qui ont participé. Et l'instruction et le procès se sont déroulés dans ce climat. Et de ce fait, effectivement, ça a pesé lourd dans la décision, alors qu'il faut quand même le rappeler, aucune preuve de la prétendue conversion ou la volonté de conversion de Marc-Antoine n'a été affirmée, et que par ailleurs, pour condamner quelqu'un, il faut avoir des preuves ou des aveux solides. On a vu tout à l'heure comment on pouvait juger les petits aveux qui avaient été faits à l'égard de la personne qui est soupçonnée du crime. Or, rien n'atteste, rien n'a pu être affirmé concernant la culpabilité de Calas. C'est justement dans ce climat, et parce que justement l'enquête a mal été conduite, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un rôdeur quand Marc-Antoine aurait pu sortir de chez lui? Est-ce qu'un rôdeur ne l'aurait pas assassiné, etc. Aucune enquête n'a été menée. Il avait aussi de l'argent qui a disparu.
Donc, et cet argent, il l'avait montré justement dans ce café où il avait passé la journée. Voilà. Et on n'a pas retrouvé cet argent. Et rien n'a été fait en cette direction. Donc l'affaire a été vraiment très mal conduite. Et en tout état de cause, dans un contexte judiciaire qu'on considérerait comme normal, il n'y a aucune raison, d'une part, de condamner Calas, et à plus forte raison de le condamner au supplice qu'il a subi. Donc c'est cette affaire. Alors après, qui a tué ça, malheureusement, à défaut d'éléments probants et qui ont disparu depuis longtemps et qui n'ont pas été mis à jour au moment de l'enquête, le mystère reste pendant. Mais en tout état de cause, rien ne permet aujourd'hui d'accabler la mémoire de Calas parce que jamais aucune preuve, aucun élément solide n'a été fourni pour montrer qu'il était responsable. Oui, Didier a eu raison d'insister sur le rôle des pénitents blancs, gris ou ce que vous voulez à Toulouse, qui ont effectivement donné une amplification énorme à cette affaire. Mais on est allé jusque, dans la rumeur publique, on est allé jusqu'à dire que Marc-Antoine Calas, dans les jours qui ont précédé, avait été rencontrer les prêtres de la cathédrale Saint-Étienne pour leur demander comment on pouvait se convertir au catholicisme. Le bruit a couru. Quand, quelque temps après la mort de Jean Calas, certains sont allés rencontrer ces prêtres, ils ont dit, mais on ne l'a jamais vu. Ce qui a joué, et Didier a raison, ce qui a joué contre Jean Calas aussi, c'est l'histoire de Louis, qui s'était en 1756, un des fils Calas, qui s'était converti au catholicisme, peut-être, a-t-on dit, sous l'influence de la servante dont j'ai parlé, la Jeanne Viguière, on n'en sait rien. Et 8 ou 9 mois avant la mort de Marc-Antoine, au début de l'année 1761, on a une lettre écrite par le subdélégué de Toulouse à l'intendant du Languedoc, faisant état, alors Louis ne vivait plus sous le toit familial, faisant état de la mauvaise volonté de Jean Calas à subvenir aux besoins de son fils Louis, qui avait besoin à un moment donné de subsides de la part de la famille, et il semblerait que Jean Calas se soit fait un peu tirer l'oreille pour fournir ces subsides. Voilà, ça va être aussi porté, ça va être porté comme preuve, entre guillemets, contre Jean Calas. Il y a une demande de parole, là. Oui, bonjour. Je vous remercie tous les trois déjà pour votre exposé sur l'affaire Calas. Et cette affaire Calas me fait penser à une autre affaire qui s'est passée, voilà, et c'est l'affaire du chevalier de la Barre qui a été assassiné pour ne pas avoir salué une procession. Et je pense que ça rentre là aussi dans le cadre de l'intolérance. Voilà, je tenais à le signaler. Ce n'est pas par hasard extraordinaire que sur la table, si vous allez faire un tour tout à l'heure de l'association Jean Calas, non seulement vous y verrez le traité sur la tolérance, mais vous y verrez aussi l'ouvrage qu'a écrit Voltaire sur le chevalier de la Barre, puisque Voltaire, l'affaire du chevalier de la Barre s'est déroulée 5 ans après l'affaire Calas. Ce n'est pas du tout dans la région. Le chevalier de la Barre, qui était âgé de 18 ou 19 ans, je ne me souviens plus exactement, a été exécuté à Abbeville pour ne pas s'être découvert au passage d'une procession. Et alors là aussi, on en a rajouté, la rumeur publique en a rajouté, en disant qu'il avait blasphémé, il avait mutilé un crucifix, que sais-je encore. Vous lirez ça sous la plume de Voltaire. Lors de cette affaire du chevalier de la Barre, un exemplaire du dictionnaire philosophique de Voltaire est brûlé en place de Grève avec le corps du supplicié. Quand on brûle le corps du chevalier de la Barre, on brûle en même temps un exemplaire du dictionnaire philosophique de Voltaire. Voltaire va s'emparer de l'affaire, vous vous en doutez. Il va lutter pour la révision du procès, va recueillir à Ferney un ami, un compagnon du chevalier de la Barre qui était le chevalier des Talandes, qui avait été condamné par contumace, mais contrairement à l'affaire Calas, Voltaire n'obtiendra pas la réhabilitation du chevalier de la Barre. Autre question ?
Alors, si vous me permettez... Oui, pardon. Simplement un mot sur le Chevalier de la Barre. Effectivement, il n'a pas été condamné pour ne pas s'être découvert. C'est à cause du bris de crucifix. Il y avait des croix dans les carrefours, et donc un crucifix a été brisé. Et donc la rumeur publique, parce que ce jeune homme était un jeune libertin qui s'était manifesté comme ça publiquement par des dérisions à l'égard de l'Église, la rumeur l'a rendu responsable de ce bris de crucifix, et sacrilège, crime de lèse-majesté divine, qui conduit sur le bûcher. Et donc, le Chevalier de la Barre, là, sans preuve, sans rien du tout, a été condamné. Ce qui explique aussi l'intervention de Voltaire, justement, dans le contexte. Il y a eu l'affaire Sirvin aussi, du côté de Castres aussi, un peu du même genre, impliquant des protestants, et dans lequel Voltaire aussi s'est impliqué. Donc là, on a, en quelques années, une série d'affaires qui vont justement sensibiliser la société française à l'égard de la tolérance. Sur le Chevalier de la Barre, il y avait un monument qui avait été installé à Paris, qui a été détruit par les Allemands lorsqu'ils ont récupéré tout le bronze et tous les métaux dont ils avaient besoin pour fabriquer des armes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il y a régulièrement des demandes auprès de la municipalité de Paris pour refaire un monument qui, pour l'instant, n'a pas été réinstallé. Donc ça peut être aussi, comme pour la maison Calas, un motif, je dirais, de mobilisation. C'est plutôt les Parisiens, bien sûr, qui s'en occupent, mais voilà. Sur un mode plaisant, je voudrais dire pour le vieux Parisien montmartrois que je suis, qu'il y a à Paris, dans le quartier de Montmartre, une rue du Chevalier de la Barre. Et l'ironie du sort, c'est une très jolie et très petite, très jolie petite rue qui monte et qui serpente et qui aboutit au Sacré-Cœur. D'ailleurs, le monument était à Montmartre, si je me rappelle bien. Et il me semble qu'il y a aussi quelque chose à Gruissant, sur le Chevalier de la Barre. Voilà. Bon, si vous me permettez, il y a une question au fond. Une question, et ça sera la dernière. Qui a le micro? Voilà. Vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président de séance. C'est une question, une interrogation et en même temps beaucoup de perplexité parce que ce qu'on a entendu ici depuis bientôt 1h30, ça donne quand même une image très sombre, très triste et très négative de Toulouse et de son histoire. Alors ça m'interpelle dans la mesure où aujourd'hui on présente Toulouse comme une ville tolérante, joyeuse, etc. Alors je m'adresse en particulier à notre historien. Comment on peut expliquer ça? Est-ce qu'il y a eu vraiment un revirement? Est-ce que toutes ces actions qui ont été menées contre l'intolérance ont servi à quelque chose finalement? Ah oui, incontestablement. Il va y avoir Pardon, Didier. Disons, c'est pas vraiment une question pour un historien parce que fort heureusement, les sociétés, même des sociétés comme la société toulousaine qui était très dévote et très religieuse et très intolérante, les sociétés sont rarement monolithiques. Et on le voit, et c'est je dirais, une part un peu aussi d'espérance qu'il peut y avoir dans des sociétés qui sont sous la coupe de dictatures parfois sanguinaires. Et il y a toujours au sein de ces sociétés quelques courageuses personnes qui font vivre un peu la flamme de la liberté et qui peuvent permettre à un moment donné d'offrir des solutions autres. Alors, il faut dire que, par exemple, Toulouse, pendant la Révolution française, donc peu de temps, une génération, disons, après l'affaire Calas, a été une ville plutôt jacobine. Qui s'est manifesté à plusieurs reprises. Je pense par exemple au moment de l'affaire de la révolte girondine, la révolte fédéraliste. Une grande partie du Midi avait suivi les Girondins contre la Convention montagnarde. Et s'il y a eu une possibilité de jonction entre, ça c'est mon vieux maître Jacques Godechaux qui avait défendu cette thèse, elle me semble tout à fait judicieuse, de jonction entre d'une part la région de Bordeaux, qui était un grand foyer de fédéralisme, mais aussi la Provence, la région de Marseille. C'est parce que Toulouse, au milieu, et Montauban, ville protestante, avait fait barrage, en quelque sorte, dans la propagation de la révolte fédéraliste. Et un peu plus tard, en Lancette, en 1799, il y a eu une grande révolte royaliste dans le Midi.
Et c'est entre autres par la résistance de Toulouse, à partir de laquelle s'est effectuée la contre-offensive qui a écrasé la rébellion royaliste, que la République a été encore une fois sauvée. Pas pour longtemps, puisque Bonaparte s'est chargé de l'affaire quelques temps plus tard. Mais en tout état de cause, dès la Révolution française, il y avait quand même à Toulouse Dupuy, par exemple, de la place Dupuy, qui s'est ensuite engagé dans les armées révolutionnaires et impériales, enfin, et napoléoniennes plutôt, était un de ces jacobins toulousains. Donc il y a eu, et puis l'histoire de Toulouse, elle est marquée à la Restauration. On a Villèle qui est l'extrême droite, l'ultra-royaliste, qui a été le Premier ministre à l'époque de Charles X, c'est-à-dire à l'époque la plus réactionnaire du XIXe siècle. Donc il y a ces deux tendances qui existent, et politiquement, eh bien, tout au long du XXe siècle, on a eu aussi, je crois, des exemples comme ça de passage de droite à gauche de la ville. Donc je ne sais pas ce qui va se passer l'année prochaine. Donc en tant qu'historien, je n'ai pas beaucoup de choses à dire de plus, quoi. Si vous me permettez, puisque j'ai posé la question à un moment donné, est-ce que cette affaire Calas est enfoncée dans l'histoire et n'a plus de lien avec ce qui se passe aujourd'hui? Je ne le crois pas. Personnellement, je ne le crois pas, parce que Voltaire a mis justement, au travers de cette affaire Calas, en exergue les dangers du fanatisme religieux, et on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, on ait réellement tourné la page de ce fanatisme religieux, où que l'on soit dans le monde et peut-être en France. Lorsque l'association a mis sur Internet une pétition pour défendre le mouvement, bon, il y a eu plus d'1 millier de signatures venant d'un peu de partout, et je me souviens d'une chose, je parle sous le contrôle de mes amis de l'association, il y a une institutrice turque qui a signé la pétition, elle a mis un petit mot, elle nous a dit « Je signe cette pétition parce que vous avez en France un trésor. » 2 points, la laïcité. On ne disait pas plus. Eh bien, cette tolérance à la française, cette laïcité à la française, doivent être défendues. Ce ne sont pas des combats du passé, ce sont des combats d'aujourd'hui. Il faut en permanence non seulement défendre la tolérance, non seulement défendre la laïcité, mais également tout faire pour l'enrichir autour, et ça sera ma conclusion, de 3 principes fondamentaux. La liberté de conscience dont on a parlé, l'égalité des options spirituelles et des convictions philosophiques, et surtout l'université des lois de la République. Je voudrais en votre nom à tous remercier Roger Dachèze et Didier Foucault, ici présents, de leur participation. Et merci à vous tous de votre attention.